Bonjour les gens dans la Lune. Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer quelques photos de planètes que j'ai réalisées les semaines précédentes. Alors c'est-à-dire, nous sommes au moment où je tourne cette vidéo, fin octobre 2023. Et en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que dans le ciel, dans la même soirée, on peut on a la possibilité de voir les 4 planètes géantes de notre système solaire, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vu que Pluton a été excommunié il y a quelques années. Voilà. Donc on peut voir ça la même soirée, enfin au même moment même, les quatre planètes. Entre l'Est et en regardant le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Donc Jupiter et Saturne, on les voit déjà à l'œil nu. Mais voilà, à travers un télescope, on voit quand même pas mal de détails. Alors, j'ai pas vraiment un télescope fait pour le planétaire, c'est plutôt un tube qui est plutôt bon en ciel profond. J'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos. Mais bon, voilà, pour l'instant, je n'ai que ça, et donc c'est déjà pas mal. On obtient quand même des photos assez sympas. Et puis la grande nouveauté pour moi cette année, ça a été surtout de pouvoir observer deux planètes quasiment invisibles à l'œil nu, que sont Uranus et Neptune. Alors Uranus, en théorie, elle pourrait être visible avec un ciel exceptionnel, ce qui est de moins en moins possible en France, où la pollution lumineuse gagne du terrain chaque année. Mais en tout cas, bon, moi, là, ici en Normandie, j'ai pas réussi à la voir à l'œil nu, mais on peut la révéler très simplement avec un simple smartphone. Et puis, vous verrez au télescope, on voit un peu plus de détails. Au-delà d'Uranus, c'était également la première fois que je pouvais voir la planète Neptune. Donc voilà, c'est une grande première pour moi, Uranus et Neptune cette année, même si évidemment c'est beaucoup moins spectaculaire que Jupiter et Saturne. Mais voilà, le fait de savoir que c'est la planète Uranus et la planète Neptune, c'était assez émouvant pour moi. Voilà, donc je vous laisse avec ces photos. Je précise également que je ne suis pas un expert de l'astrophotographie. J'ai débuté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ces vidéos sont pour moi plus un carnet de route en fait. Voilà, donc je vous laisse avec ces photos que je vais un peu commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors avant de vous montrer mes photos des 4 planètes géantes gazeuses, je vais déjà vous montrer où elles se situent dans le ciel, ou tout du moins où elles se situaient lorsque j'ai fait les photos, parce que les planètes changent de position par rapport au reste des étoiles, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, etc. Alors ici, j'utilise un planétarium qui s'appelle Stellarium. Bon, c'est un des plus connus. Il est très pratique à utiliser et très puissant. Et en plus, il est gratuit sur ordinateur. Je crois qu'il est quand même payant sur tablette et smartphone. Mais enfin, il ne coûte pas très cher et il est vraiment très utile pour préparer ces observations. Donc, 2 paramètres importants à régler dans un planétarium pour avoir le ciel à un moment donné. Déjà, régler le lieu, c'est-à-dire d'où on observe, parce qu'évidemment, la configuration du ciel va être différente. Et même si on parle de la France, par exemple, on n'a pas tout à fait la même configuration du ciel dans le nord de la France par rapport au sud. Donc là, je suis dans une configuration qui montre l'état du ciel en Normandie à une date donnée. Mais à la même date, si je me situe par exemple à Nice, dans le sud de la France, ou à Marseille, je ne vais pas avoir tout à fait la même configuration. Notamment, les planètes ici vont paraître plus hautes dans le ciel. Alors dans ce cas de figure, ça peut être un atout, puisque plus les planètes sont hautes par rapport à l'horizon, et mieux c'est en fait. Moins on sera sensible à la perturbation atmosphérique. Alors donc j'ai réglé ici la date et l'heure au 1er octobre vers 23 h, parce que 23 h c'est l'heure à laquelle en principe je commençais à préparer mes observations. Et puis mes photos ont été faites courant octobre.
Alors, ça va se déplacer d'un jour à l'autre, mais pas beaucoup. Par exemple, vous voyez, si je fais défiler les jours ici, donc ça c'est le 1er octobre. Alors si la Lune, elle, vous voyez, la Lune se déplace d'un jour à l'autre assez sensiblement. Mais le reste du ciel, vous voyez, ça évolue quand même assez lentement. Donc là, je passe d'un jour à l'autre sans changer l'heure. Je suis toujours à 23 heures. Et donc, vous voyez, ça tourne d'un jour à l'autre. À la même heure, le ciel se décale légèrement vers l'ouest. Donc, je vais revenir au 1er octobre. Et c'est pareil dans la nuit. De minute en minute, le ciel se décale aussi. Vous voyez, d'est en ouest. Donc, je me remets à 23 heures. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette simulation de planétarium? Alors déjà, on voit les constellations. Vous voyez, le ciel est divisé en secteurs qui sont arbitraires, hein, c'est un peu comme les frontières des pays. Secteurs donc, qui représentent les limites des constellations. Les constellations sont formées par les étoiles, dans lesquelles les anciens voyaient des figures, des personnages de la mythologie, des animaux, etc. Mais évidemment, ces frontières sont totalement arbitraires. Alors, il y a aussi 2 lignes qui sont présentées ici en orange et en vert. Donc, la ligne verte, c'est ce qu'on appelle le méridien. C'est l'axe qui va du nord au sud en passant par le zénith, c'est-à-dire le point le plus haut dans le ciel. Et c'est un repère important pour les astronomes parce que c'est au moment où une étoile ou une planète franchit cette ligne, eh bien en fait c'est à ce moment-là que l'objet est le plus haut dans le ciel. Vous voyez, par exemple, vous prenez Saturne ici, donc je vais me déplacer dans le temps, je vais me déplacer par minute, voilà. Donc c'est au moment où Saturne franchit le méridien, ce jour-là, le 1er octobre 2023, Saturne franchit le méridien à 22h31 à peu près, un peu plus tard, voilà, 32 ou 33. C'est à cette heure-là que la planète est le plus haut dans le ciel. Et donc, a priori, c'est souvent à ce moment-là que c'est le plus intéressant de la prendre en photo. Idem pour Jupiter et la Lune. Vous voyez, si j'avance dans la nuit, alors je vais avancer un peu plus vite, heure par heure. Voilà. Donc là, ce sera un peu plus tard, puisqu'elle est plus à l'est. Ce sera vers 3h05 du matin, où Jupiter franchit le méridien. Et c'est à ce moment-là qu'elle est le plus haut dans le ciel également. Donc c'est pour ça que le méridien est un repère important en astronomie. Donc je vais revenir à 23 heures. Autre ligne importante également, comme repère, c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Alors l'écliptique, c'est le prolongement du plan du système solaire. Le plan du système solaire, c'est le plan sur lequel se déplacent les planètes. Bon, à part Pluton qui a un plan un peu excentré. Donc tous les objets du système solaire, les planètes et évidemment le Soleil, semblent se déplacer sur cette ligne. Et même la Lune d'ailleurs, vous voyez ici, qui est très proche de l'écliptique, parce que la Lune, même si elle tourne autour de la Terre et non du Soleil, en fait, son plan, le plan de son orbite, est sur le même plan que l'orbite de la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc la Lune également est proche de cette ligne dans le ciel. Voilà, vous ne verrez jamais Jupiter ou la Lune, par exemple, à cet endroit dans le ciel, vous voyez, dans la constellation d'Andromède ou dans la constellation du Cygne. C'est impossible. Alors c'est pour ça que les constellations donc, qui sont traversées par cette ligne, donc par l'écliptique, sont appelées les constellations du zodiaque, et elles ont donc une place particulière dans le sens où ce sont les seules constellations traversées par les planètes, la Lune et le Soleil. Donc vous voyez ici par exemple la Lune se trouve dans la constellation du Taureau, Jupiter se trouve dans la constellation des Béliers, Saturne est dans la constellation du Verseau. Alors ça c'est à un moment donné parce que les planètes se déplacent également
Alors, c'est un mouvement un peu moins perceptible, à part pour la Lune qui, elle, se déplace assez rapidement, puisqu'elle tourne autour de la Terre assez vite. Elle met 1 mois pour faire le tour de la Terre, alors que les planètes, et notamment les géantes gazeuses, mettent plusieurs années à faire le tour du Soleil. Donc leur déplacement sera beaucoup plus lent sur l'écliptique. Donc Jupiter, par exemple, va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à traverser une constellation. Et c'est encore plus vrai pour Saturne, qui se déplace encore plus lentement que Jupiter. Alors, quelle était la particularité de ce mois d'octobre 2023 ? Vous voyez, en fait, déjà dans le ciel, vous allez repérer Jupiter, Saturne, et ça, c'est vrai pendant tout le mois d'octobre et même le mois de novembre. Vous voyez, si je me déplace de jour en jour ici, à la même heure, vous voyez, ça bouge un peu, mais vous voyez, jusqu'à pratiquement la fin du mois. Alors la Lune, elle, par contre, se déplace beaucoup plus rapidement, mais les planètes semblent ne pas trop bouger par rapport aux autres étoiles. Voilà, là je suis début novembre et vous voyez, bon, ça s'est un peu décalé à la même heure, hein, je suis toujours à 23 heures, ça s'est un peu décalé vers l'ouest. Et d'ailleurs, Saturne va terminer par se coucher très tôt, en fait, de plus en plus tôt, et on finira par ne plus la voir. Elle se couchera avant la tombée de la nuit, en fait, donc on ne pourra plus la voir. Donc, qu'est-ce que ce ciel d'octobre avait de particulier? Alors, je vais revenir en octobre quand même. Voilà, je suis sur le... Voilà, je suis là, 1er octobre. Eh bien, donc, vous voyez qu'on a Jupiter ici, et à côté, on a la planète Uranus. Et si je zoome un peu, on a également, entre Jupiter et Saturne, un peu plus proche d'ailleurs de Saturne, on a la planète Neptune. Donc, durant la même nuit, au même moment, on a les 4 planètes géantes, Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne, en ligne de mire entre, je dirais, entre l'Est et le Sud. Mais au fil des jours et des semaines, ça va se déplacer de plus en plus donc vers l'Ouest. Vous voyez, là c'est le 1er octobre. Le 2 octobre, ça c'est un peu décalé vers l'Ouest, etc. Et à la même heure, on se décale de plus en plus vers l'Ouest. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les planètes ont également un mouvement propre par rapport au reste des étoiles. D'ailleurs, c'est de là que vient leur nom. Planète, ça veut dire astre errant. Et donc, contrairement aux autres étoiles qui semblent fixes sur la voûte, même si en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que chaque étoile a aussi son mouvement propre, mais bon, à l'échelle d'une vie, même à l'échelle d'un siècle, et voire de plusieurs, le changement des figures dessinées par les étoiles va évoluer extrêmement lentement. Alors que, regardez, si je me mets sur Jupiter, ici, si je me centre sur Jupiter, et si je zoome un peu, on va voir que d'un jour à l'autre, vous voyez, la planète se déplace de plus en plus vers l'ouest. Alors bon, ça dépend. En principe, les planètes se déplacent d'est en ouest par rapport à la voûte céleste. Hein. Mais des fois, elles semblent faire demi-tour. Bon, c'est dû au fait aussi que la Terre se déplace sur son orbite. Et donc, ça crée ce qu'on appelle des mouvements rétrogrades. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les planètes ont aussi leur mouvement propre sur l'écliptique. Et par rapport, vous voyez là, il y a la Lune qui passe. Bon, la Lune, elle mène sa vie, elle est beaucoup plus rapide que les autres corps. Mais vous voyez, Jupiter se déplace lentement ici, de jour en jour, sur la voûte. Voilà ce qu'il faut savoir en gros sur les planètes. Donc, place aux photos, je vais déjà commencer par Neptune. Neptune, le problème, c'est qu'elle est invisible à l'œil nu, contrairement à Jupiter et à Saturne. Et même Uranus, j'en parlerai tout à l'heure. En tout cas, Jupiter est très brillante, on la voit même en ville, hein. Bon, à part si on est vraiment le nez sous un lampadaire, mais en principe, Jupiter est très, très visible. Saturne l'est un peu moins, d'abord parce qu'elle est plus loin, plus petite, et en plus, en ce moment, Jupiter est particulièrement proche et particulièrement brillante.
Donc Saturne sera un peu moins remarquable dans le ciel, mais elle reste quand même globalement plus brillante que la plupart des étoiles qui sont autour d'elle. Ici, par exemple, dans la constellation du Verseau ou du Poisson, les étoiles sont assez faibles, et donc on pourra vraiment l'identifier assez facilement. Si on regarde entre le sud et l'ouest, on va l'identifier assez facilement. Donc je vais commencer par la planète Neptune, et puis je vais remonter comme ça jusqu'à la planète Jupiter. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise sur Jupiter à la fin de cette vidéo. Donc je commence par le plus loin et le plus difficile. Vous voyez là, elle n'est même pas indiquée parce que je n'ai pas assez zoomé. Voilà, elle apparaît ici. Donc si je zoome vraiment beaucoup, je vois, vous voyez, un petit point. Et il faut vraiment en fait grossir énormément pour s'apercevoir que ce petit point en fait a une particularité par rapport aux autres étoiles. Les autres étoiles vont rester sous forme de points lumineux, plus ou moins intenses, mais ça restera des points. Alors qu'en zoomant, on va commencer à voir un disque plutôt que des points ponctuels. Alors voici ma photo de Neptune. Donc bon, vous voyez, on ne voit pas beaucoup de détails, pratiquement pas d'ailleurs de détails. On voit quelques étoiles autour, ici en bas. Et on voit que bon, voilà, c'est un disque, en fait, c'est un point qui semble avoir une épaisseur par rapport aux étoiles qui sont aux alentours. Alors si je zoome un peu dans la photo, vous apercevez qu'il y a un autre point à côté ici. Et bien en fait, c'est son satellite Triton. Alors Neptune a un grand nombre de satellites, mais Triton, c'est son plus gros satellite. Il est un petit peu plus petit que la Lune, je crois qu'il fait moins de 3000 km de diamètre, mais c'est quand même un satellite assez important du système solaire, dans les 5-6 premiers satellites, au niveau de sa taille. Donc voilà, pas spécialement spectaculaire, mais voilà, c'est ma première observation et ma première photo de Neptune et de son satellite Triton. La grande difficulté pour prendre en photo Neptune, c'est qu'en ce moment, elle est assez éloignée de toute étoile brillante qui pourrait servir de repère. Elle est quand même relativement loin de Saturne dans le ciel. Elle est dans la constellation des Poissons, qui est une constellation assez étendue, mais avec des étoiles très très faibles. Elle va bientôt passer dans la constellation du Verseau, pareil, qui contient des étoiles assez faibles. Donc c'est très difficile à repérer, puisqu'en plus elle est invisible à l'œil nu. Très difficile à repérer par rapport aux autres étoiles très très faibles du secteur. Donc la solution, c'est vraiment d'avoir une monture qu'on appelle GOTO, qui pointe de manière automatique la planète. Mais le repérage manuel avec un télescope, c'est compliqué. D'abord parce qu'il faut grossir pour voir la planète, et ensuite plus on grossit et plus c'est difficile d'orienter le télescope, de se repérer, d'avoir des repères, etc. Donc très 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 compliqué en observation, je dirais, manuelle, même avec un bon télescope. Alors maintenant, passons à Uranus. Donc Uranus, en ce mois d'octobre 2023, se trouvait entre Jupiter et un groupe d'étoiles assez brillantes et assez faciles à repérer, même en ville. Ce sont les Pléiades. Vous voyez un petit groupe d'étoiles ici, qui d'ailleurs sont un véritable amas d'étoiles, hein, ce sont des étoiles qui sont proches physiquement. Donc entre les Pléiades et Jupiter, alors ne tenez pas compte de la Lune, parce que la Lune, elle ne fait que passer. Vous voyez, la Lune, je vais me mettre sur Uranus. Voilà, la Lune, le lendemain, vous voyez, elle est à un endroit différent. Et quelques jours après, elle est à un autre endroit, elle s'est décalée vers l'est. Donc là, par rapport à Neptune, c'est un peu plus facile à repérer, d'abord pour deux raisons. Donc vous avez deux objets qui sont facilement identifiables à l'œil nu, que sont l'amas des Pléiades et Jupiter, qui est extrêmement brillant dans le ciel. C'est l'objet le plus brillant après la Lune à ce moment-là, dans les nuits d'octobre. Et puis aussi, vous avez la chance d'avoir quelques étoiles ici, assez brillantes,
qui forment comme un petit arc de cercle, qu'on voit bien ici, avec Uranus en dessous. Ça forme comme un petit parachute. Vous voyez, on a ces 4 étoiles ici qui forment un cercle, et puis voilà, qu'on pourrait voir un peu comme un parachute, avec Uranus qui se balance au bout de ce parachute. Voilà, cette figure m'a un peu aidé pour la trouver. Alors, il faut faire attention parce que c'était le cas au mois d'octobre, mais vous voyez que Uranus aussi a son mouvement propre. De jour en jour, vous voyez, elle se décale également vers l'ouest, un peu moins vite que Jupiter, mais quand même, elle se décale. Vous voyez, déjà, elle est décentrée par rapport à tout à l'heure. Là, on est le 20 octobre, et si je change de mois, vous voyez, là, elle est complètement décalée. Là, je suis le 20 novembre, et là, elle est complètement décalée par rapport aux 4 étoiles que j'avais utilisées comme repère. Donc ça, il faut quand même en tenir compte si vous essayez de trouver Uranus après la diffusion de cette vidéo. Alors, je vais revenir en octobre, au 1er octobre. Bon, un peu plus tard, je vais faire disparaître la Lune, voilà. Donc, retenez bien cette configuration ici entre donc les Pléiades, Jupiter, ces étoiles ici assez brillantes en arc de cercle, avec Uranus juste en dessous. Donc je vous disais dans la présentation que théoriquement, Uranus est visible à l'œil nu, mais bon, c'est vraiment très limite. Vous voyez, elle est de magnitude apparente 5,69, et la limite en observation visuelle, juste avec l'œil, c'est entre 6,50 dans des conditions vraiment optimum, mais c'est vraiment la limite. Donc 5,69, c'est vraiment très peu brillant. Vous voyez, par rapport à Jupiter, là, Jupiter a une magnitude de -2. Alors les magnitudes, bon, plus le chiffre est élevé, moins l'étoile est brillante. Et on a aussi des chiffres négatifs. Donc par exemple, certains objets sont négatifs, comme la Lune, le Soleil. Mais là, par exemple, Jupiter, qui en ce moment est très brillante, a une magnitude de -2,82, donc elle est extrêmement brillante. Si je prends par exemple une autre étoile assez brillante, Capella ici, voilà, Capella a une magnitude de 0,05, donc très brillante aussi. Je vais prendre une autre étoile brillante, Aldébaran du Taureau, 0,85. L'étoile principale du Bélier, magnitude 2, donc c'est assez brillant. Donc tout ça pour vous dire que 5, au-delà de 5, ça commence vraiment à être très compliqué à repérer. Si vous ne la repérez pas à l'œil nu, on peut quand même la repérer au smartphone. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des photos d'abord au smartphone, ensuite à l'appareil photo, pour voir si je pouvais la voir. Et bien en fait, c'est possible. Alors je vais vous montrer ici par exemple une photo prise à l'iPhone 13 Pro Max, en pose longue, ça doit être 3 secondes, à bout de bras, hein, sans utiliser de trépied. Alors vous voyez, on a bien les Pléiades ici à gauche, Jupiter ici très brillante. On a ces 4 étoiles que je vous ai montrées dans Stellarium. Et ici en tout petit, assez faible, on a voilà, Uranus, incroyable, qui apparaît sur une photo de smartphone. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors ensuite, j'ai essayé avec l'appareil photo. Donc là, c'est un Sony. Il me semble me rappeler que c'était une petite focale de 17 mm, un objectif de 17 mm de focale. Donc on voit un peu plus de détails, un peu plus d'étoiles. Et donc on retrouve cette même configuration, vous voyez, avec les Pléiades ici à gauche, Jupiter ici très brillante, le petit parachute ici de ces 4 étoiles qu'on voit. Mais vous voyez, on commence déjà à voir beaucoup d'autres étoiles avec un bon objectif lumineux. Et ici, on peut repérer également Uranus. Voilà, Uranus à l'appareil photo. Ensuite, je suis passé au télescope. Donc, un télescope avec une caméra planétaire. Donc, c'est une caméra vraiment dédiée pour le planétaire. Alors là, vous voyez, c'est intéressant. On voit la planète. Alors, je l'ai un peu surexposé pour voir en fait ces satellites. Et là, on peut voir 4 de ces satellites qui sont Oberon, Titania,
Ariel et Umbriel, que j'ai pu évidemment identifier grâce à Stellarium, en me mettant à la date de la prise de la photo et de l'observation. Voilà pour Uranus. Alors, pas de détails sur la planète. Là, ici, je vous montre une autre photo que j'ai réalisée en baissant la sensibilité. Donc là, du coup, on voit le disque planétaire, vous voyez, un peu plus gros que Neptune, parce que la planète est beaucoup plus proche, et son diamètre est même légèrement plus important. Mais comme je n'ai pas surexposé la planète, bah, du coup, en fait, c'est trop sombre, la photo est trop sombre pour qu'on puisse voir les satellites. Donc voilà, c'est un problème assez fréquent dans le planétaire. Si on descend la sensibilité, on peut voir le disque de la planète, mais du coup, on ne voit plus les satellites qui sont vraiment trop peu brillants pour apparaître sur la photo. Donc voilà mes deux photos d'Uranus, une surexposée pour voir les satellites et une moins exposée pour voir le disque planétaire. Alors là encore, on ne voit pas beaucoup de détails sur ces planètes, sur Neptune et Uranus, parce que là, il faut vraiment du très très gros matériel. Il faut un gros télescope avec un bon diamètre et beaucoup de focales pour que ça commence à devenir intéressant, mais ça reste vraiment très difficile pour ces deux planètes parce qu'elles sont vraiment très loin et en plus plus petites que Jupiter et Saturne. Alors maintenant, on revient dans Stellarium pour Saturne. Donc Saturne, le 1er octobre à 23 h. Elle a déjà dépassé le méridien depuis quelques semaines. Donc ça veut dire qu'elle commence à baisser sur l'horizon. Et donc c'était plus intéressant de la prendre en photo au mois d'août par exemple, où elle était plus haute dans le ciel. Donc là, elle a tendance à se coucher en fait. Elle va se coucher au fil des semaines. Elle va être de plus en plus proche de l'horizon et va finir par se coucher avant que la nuit ne tombe en fait. Donc Saturne est en ce moment, elle est basse sur l'horizon. C'est pas forcément le meilleur moment pour la prendre en photo. Mais voilà ce que ça donne avec mon télescope. Alors j'avais déjà fait des photos de Saturne l'année dernière. J'ai pas vraiment énormément gagné en qualité, même si j'utilise un télescope plus puissant et une caméra planétaire dédiée. Mais bon, les conditions deviennent un peu plus compliquées, de plus en plus compliquées. Alors pour deux raisons. D'abord, comme je vous disais, Saturne est plus basse sur l'horizon par rapport à l'année dernière. Et ensuite, l'angle par lequel on voit les anneaux a tendance à se fermer, c'est-à-dire que l'année prochaine, les anneaux seront vus encore plus par la tranche, donc seront moins visibles en fait. Et je crois en 2025, on les verra carrément plus, ils seront on les verra par la tranche, et donc du coup, on les verra pas. Parce qu'en fait, ils sont extrêmement fins, les anneaux de Saturne. Leur surface doit représenter plusieurs centaines de fois la surface de la Terre, certainement, alors que leur épaisseur est estimée à seulement 10 mètres. Vous voyez une étendue immense comme ça au niveau de la superficie, pour une épaisseur extrêmement fine, seulement 10 mètres pour traverser les anneaux de part en part. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc c'était un peu le dernier carat pour prendre Saturne, parce que les anneaux seront visibles avec un angle de plus en plus fermé jusqu'à totalement disparaître, je crois, en 2025. Et puis réapparaître lentement, s'ouvrir lentement. Donc il faudra attendre encore 1 ou 2 ans avant de les retrouver dans une configuration intéressante à observer. Alors j'ai pas énormément de détails sur cette photo, je pense que je peux beaucoup mieux faire. On voit quand même quelques bandes nuageuses, on voit ce qu'on appelle la division de Cassini. Cassini qui est l'astronome qui a découvert cette division comme ça entre les anneaux. Il y en a d'autres également, il y a plusieurs anneaux mais qu'on ne voit pas très bien sur cette photo. Il y a un anneau un peu plus clair ici à l'intérieur qu'on devine, mais bon, c'est pas extraordinaire. Bref, j'espère pouvoir faire mieux les prochaines fois sur Saturne. Alors voyons maintenant la plus grosse planète des 4 géantes gazeuses, c'est Jupiter. Donc Jupiter a l'avantage d'être extrêmement brillante dans le ciel, donc c'est vraiment très facile à repérer. On
pourrait la confondre avec Vénus, qui est également très très brillante. Alors ce qu'il faut savoir sur Vénus, c'est qu'elle est principalement visible le matin ou éventuellement au coucher du soleil, mais rarement au cœur de la nuit, alors qu'au contraire, Jupiter, elle, on peut la voir au cœur de la nuit, voire même toute la nuit. C'est le cas en ce moment, vous voyez, elle se lève à l'est, elle va monter dans le ciel, elle va d'ailleurs monter très très haut. Voilà, elle est à plus de 50 degrés de hauteur, donc c'est énorme. Et donc c'est vraiment un très très bon moment pour observer Jupiter. Elle est très proche de la Terre, elle est très haute dans le ciel, au cœur de la nuit. Alors les photos que j'ai réalisées, elles sont plutôt fin octobre en fait. J'ai dû les faire vers il me semble, 29 octobre. Voilà, alors la Lune n'était pas loin, mais bon, c'est pas très grave parce que Jupiter est vraiment extrêmement brillante. Donc même quand la Lune est dans le coin, bon, c'est pas très très gênant pour observer Jupiter. Alors ce qui est intéressant avec Jupiter, c'est d'abord ses satellites, que l'on voit assez facilement avec un petit instrument. Bon, il faut quand même grossir un petit peu. Peut-être qu'avec un smartphone, c'est pas très très facile, mais ça doit être faisable quand même avec le zoom. Et puis avec un appareil photo, avec une focale assez importante, c'est tout à fait faisable. Et puis évidemment, au télescope, c'est un régal. Donc il y a les satellites, on a beaucoup de détails sur Jupiter. Il y a une chose intéressante à observer, c'est la tache, ce qu'on appelle la grande tache rouge. Alors comme elle tourne assez rapidement sur elle-même, je crois qu'une journée sur Jupiter, c'est un peu plus de 10 heures, donc c'est encore plus court que sur Terre, où la journée dure 24 heures. Donc sa rotation est extrêmement rapide, ce qui fait qu'on voit énormément de détails changer au cours des minutes, des heures, dans une même nuit en fait. C'est aussi le cas des satellites qui se déplacent assez rapidement. Donc d'une nuit à l'autre, les satellites ne sont plus au même endroit. Et même si on l'observe pendant plusieurs heures, on va voir les satellites se déplacer. Je vais essayer de me déplacer, vous voyez, de minute en minute. Vous voyez, là, je me déplace de minute en minute et on voit Io qui se rapproche de la planète et on voit aussi la grande tache rouge qui apparaît. Voilà, en quelques minutes, les changements qu'on peut avoir. Avec ici, au cœur de la nuit, le satellite Europe à gauche et le satellite Io à droite. Alors je vais vous montrer quelques photos donc, de cette soirée du 29 octobre jusqu'au matin du 30. Voilà Jupiter, alors recadré un peu serré, j'ai croppé un peu la photo, mais je trouve que c'est pas mal, on voit quand même pas mal de détails, les bandes nuageuses, la grande tache rouge. Alors j'ai décidé, comme j'ai eu la chance, en ce moment la météo c'est pas extraordinaire, mais cette soirée particulièrement, j'ai eu la chance d'avoir une nuit dégagée jusqu'à 3 heures du matin, je crois. Et j'ai décidé de prendre des photos de la planète à intervalles de 5 minutes, entre 21h30 et pratiquement jusqu'à 3 heures du matin. Donc c'est un peu plus de 5 heures de suivi de la planète à intervalles réguliers. Toutes les 5 minutes, je prenais une photo. En fait, ce n'est pas tout à fait une photo. Pour le planétaire, on fait des courtes vidéos que l'on va ensuite compiler en photos. Et donc en plus de ces photos, ça m'a permis de faire une animation de Jupiter sur donc plus de 5 heures, que voici. Donc voilà, c'est une animation en boucle. Donc on voit bien à gauche son satellite Europe s'éloigner de la planète, alors que Io, à droite, se déplace et va disparaître derrière la planète. Et à un moment, au cœur de la nuit, je crois vers 1 heure ou 1 heure et demie, j'ai la tache rouge de la planète qui apparaît par la gauche et qui tourne. Voilà. Après, malheureusement, les nuages sont arrivés. Je n'ai pas pu faire une rotation complète de la planète, mais voilà, ça donne quand même une animation assez sympa. Voilà, je vous laisse sur cette animation de Jupiter.
Alors je vous mets toute la description de mon matériel dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que ce sont parmi les premières photos que je fais de cette planète, notamment d'Uranus-Neptune, que je prenais en photo pour la première fois cette année. C'est aussi la première fois que j'essaye de faire une animation à base de plusieurs photos. Donc je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience, tout ça va aller en s'améliorant. Évidemment, je vous montrerai mes prochaines photos si ça vaut le coup. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes premières photos des planètes. Si vous avez envie que je fasse des vidéos de tuto sur la réalisation de ces photos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ici là, j'espère améliorer ma technique de prise de vue et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.